Salut, c'est Alain. Nous avons vu la dernière fois que les hommes avaient de longue date inventé plein de moyens originaux et ludiques pour pourrir la vie de leurs voisins en lui jetant des tas de gros cailloux à l'aide de frondes géantes. Mais il ne faut évidemment pas croire que c'était les seules machines qui étaient utilisées sur le champ de bataille. Que ce soit pour se défendre, mais aussi pour attaquer, bien sûr. Alors d'abord, il y a l'arme sans doute la plus connue, la plus emblématique du Moyen-Âge. Impossible d'imaginer l'attaque d'un château fort sans la présence d'un bon bélier. En fait, c'est un engin qui existe depuis la plus haute Antiquité. Si dans sa version la plus simple, il s'agit juste d'un tronc d'arbre porté par un groupe d'hommes qui s'élance contre une porte, une muraille peu épaisse, on constate que très vite, on va améliorer le principe. D'abord en renforçant le tronc avec des cerclages de fer pour empêcher que le bois n'éclate. Ensuite, en le suspendant à une charpente par des cordages. Ainsi, avec un bon mouvement de balancier, la machine permet de mettre une poutre plus lourde et plus puissante, plus facile à manœuvrer aussi. Alors, il apparaît très vite que le gros problème du système, c'est qu'on est très près des défenses, forcément. Et juste au bon endroit pour se prendre flèches, pierres, trucs plus ou moins chauds, mais pas de l'huile bouillante, hein, vous savez ça. Sinon, il faut vite aller voir ma vidéo sur le sujet. Enfin bref, il faut se protéger. On l'a compris dès l'époque assyrienne, comme le montre ce bas-relief de la ville de Nimroud, près de Mossoul, en Irak, avec ce curieux char d'assaut datant d'environ 860 avant Jésus-Christ. Au Moyen-Âge, on se contentera d'ajouter au-dessus du bélier un toit en forme de tente canadienne. Ça s'appelle un chat ou une chatte. Bon, le premier qui me dit que ce truc oblong qui se balance à l'intérieur d'une chatte pour forcer une entrée et que ça lui donne des idées n'est rien qu'un gros pervers. Un peu de tenue, s'il vous plaît, c'est une chaîne culturelle ici quand même. Bon, toujours est-il que ce dispositif sert à protéger les assaillants des projectiles lancés par les défenseurs du haut des murailles et ne sert pas qu'au bélier en fait. Ce n'est rien qu'une voiture avec un toit qui peut permettre aux hommes d'approcher, voire même de protéger le travail des sapeurs qui attaquent les fondations de la muraille et creusent des souterrains pour la fragiliser et la faire s'effondrer. Pour rendre la protection plus efficace, notamment contre les projectiles enflammés, on la recouvre de terre ou de fumier, d'herbe ou même de peaux fraîchement écorchées, le tout copieusement arrosé d'eau. Finalement, ce chat n'est qu'une version plus grande, plus couvrante, du brave mantelet, cet engin de défense basique et très courant. De quoi s'agit-il? Juste d'un bouclier plus grand, plus épais, plus lourd et monté sur roues, que les assaillants utilisent pour approcher des murailles. Des archers peuvent même profiter d'une sorte d'archère percée dessus pour décocher leurs flèches au plus près tout en étant protégés. Mais le mantelet ne peut s'utiliser qu'à une certaine distance malgré tout, n'ayant pas de protection vers le dessus. D'où l'utilité de nos amis les félins dont je parlais juste avant. Tiens, et puisqu'on est dans le bestiaire, il n'y a pas de raison de favoriser les félins plutôt que les canidés. Il existe donc aussi un autre engin de protection qu'on appelle la louve. Il peut prendre plusieurs formes, mais a toujours pour objet de se défendre contre les coups de bélier. La louve la plus simple est constituée de sacs de sable ou de terre qu'on fait pendre devant le bélier au moment du choc. Cela amortit les coups et rend l'attaque moins efficace. Bien sûr, on ne peut pas laisser les sacs pendouillés comme ça en attendant que le temps passe. Sinon, les assaillants ont vite fait de les décrocher. Il faut donc les monter et les descendre au rythme des coups portés, ce qui, avec un bélier très lourd, est malgré tout assez régulier. Mais la louve
peut aussi prendre la forme d'une sorte de gros crochet ou parfois d'une grosse pince utilisée pour essayer d'attraper la tête du bélier et la soulever avant l'impact. Le but est idéalement de balancer le tout dans les douves. C'est évidemment assez technique. Bon, tout ça est bien beau, mais ça manque un peu d'ampleur, non? Pour un bon film hollywoodien, il faudrait quelque chose qui en mette vraiment plein la vue. Cet engin, c'est le beffroi, ou tour d'assaut. Là encore, ses origines sont très anciennes. Finalement, le bas-relief assyrien que je vous montrais tout à l'heure n'est rien d'autre qu'une tour d'assaut agrémentée d'un bélier. Car si à l'origine, on peut penser que ce n'était rien d'autre qu'une échelle améliorée pour permettre à un plus grand nombre de soldats de monter rapidement tout en étant protégés, cet engin est vite devenu une véritable forteresse mobile. On y adjoint un bélier donc, voire un système de boute-feu, un pont-levis pour accéder aux murailles adverses, un mantelet sur la plateforme haute pour permettre à des archers de tirer pendant l'approche, et bien sûr un blindage le plus performant possible contre les projectiles éventuellement enflammés de l'ennemi. Pour cela, on utilise des peaux fraîchement écorchées, comme pour les chattes, des cuirs épais et mouillés, voire même, quand on le peut, de plaques de fer pour renforcer les endroits plus fragiles. Il arrivait même qu'on place une pierrière ou une bricole à son sommet. On finit par obtenir un énorme truc épouvantablement lourd. Et vous imaginez bien que les préparatifs prennent du temps et ne sont pas discrets, laissant le temps aux assiégés la possibilité de renforcer les points les plus faibles. Et même l'approche de la machine n'est pas discrète, dans la mesure où il faut préparer le terrain, voire construire des plans inclinés sur lesquels on pourra pousser ou faire rouler la machine. Les défenseurs ont le temps de repérer quel point va être attaqué. Si on ne l'utilise évidemment qu'en cas de siège qui s'éternise, en raison du temps très long des préparatifs, elle reste une machine extrêmement puissante et redoutée. Si les défenseurs n'arrivent pas à la détruire, ni à la faire basculer à l'aide de grappins lancés depuis les courtines, une fois le beffroi collé contre la muraille, ce sont des flots entiers de soldats qui peuvent s'engouffrer dans la place ennemie. Il nous reste la trace d'une de ces machines, construite pendant la guerre de 100 ans, en 1324, et nommée la Truie. On raconte qu'elle avait 3 étages, pouvait abriter 100 hommes, et était dotée d'engins capables de lancer de très grosses pierres. En 1377, Bertrand du Guesclin la loua d'ailleurs fort cher pour l'utiliser lors du siège de Bergerac. Elle aurait même été vendue 100 ans plus tard aux Génois voulant s'emparer de Chypre. Comme le raconte alors un chroniqueur à propos du siège de Chérinéia en 1474, par la terre, on apporta une machine de guerre appelée Truie, comme la femelle du sanglier, à 3 étages, ainsi que 3 autres machines avec lesquelles ils combattirent violemment. La première machine était une forteresse de bois à 3 étages. À l'intérieur, il y avait un bélier, et avec tous ces instruments-là, elle pouvait percer les remparts de la forteresse. Qu'à cela ne tienne, pour la détruire, les Chypriotes construisirent un trébuchet géant qu'on appela évidemment le port. Bon, ok, je dois maintenant faire amende honorable et vous avouer quelque chose. Contrairement à ce que j'ai dit dans mes vidéos précédentes, eh ben non, c'est vrai, les catapultes n'avaient pas intégralement disparu. Oh, je ne parle pas des petites cuillères permettant de lancer un petit Suisse en travers de la cantine. Que celui qui n'a jamais fait ça ou rêvé de le faire me jette le premier petit pois. Je parle plus globalement des machines à ressort. La cuillère, grande ou petite, a effectivement disparu, mais pas les scorpions, balistes et autres arbalètes géantes permettant de lancer des flèches qui ressemblent plus à d'énormes pieux.
Très légères par rapport à tous les autres engins de jet, elles étaient utilisées aussi bien en défense qu'en attaque et pouvaient être déplacées au gré des besoins. Très puissantes et précises, elles avaient malgré tout une énorme faiblesse: leur sensibilité à l'humidité, qui ramollissait le bois, la corde et les tendons dont était constitué le ressort, que ce soit un arc géant ou un mécanisme de torsion. Jules César s'en était déjà rendu compte. Sous la pluie, l'engin devient inutilisable. On a bien essayé d'utiliser des arcs en métal ou des systèmes de ressort à latte de type amortisseur de camion, mais ça reste tardif et anecdotique. La guerre au Moyen-Âge n'était donc pas seulement affaire de charges héroïques de chevaliers ou de grandes envolées de flèches capables de noircir le ciel le temps de leur vol. Ce n'était pas seulement Bouvines ou Azincourt, mais aussi de nombreux sièges de châteaux plus ou moins modestes, de cités plus ou moins importantes. Ce furent les sièges de Tyr, Damas, Acre ou Jérusalem pendant les croisades, mais aussi, plus proche de nous, Dieppe, Château-Gaillard ou Montségur, entre autres. Depuis la plus haute Antiquité et durant tout le Moyen-Âge, la course à l'armement fut une réalité. Et loin de tout piquer aux anciens, le Moyen-Âge fut créatif et innovant. Hélas.